et Laura Pouget nous a rejoint car l'Europe prépare l'envoi des troupes. Bonjour Laura. Les capitales européennes auraient désormais des plans assez précis pour un déploiement militaire en Ukraine après le conflit. Et c'est Ursula von der Leyen qui le dit avec des nouveaux éléments. La présidente de la Commission européenne effectue actuellement une tournée dans les pays de l'Est de l'Europe, proche de la Russie. Vous la voyez ici dimanche avec le Premier ministre polonais à la frontière avec la Biélorussie. À cette occasion, elle a accordé une interview à nos confrères britanniques du Financial Times et leur a donné cette information. Il existerait une feuille de route claire pour un déploiement de troupes multinationales en Ukraine avec le soutien des Américains. Selon quel plan, Laura? Le sait-on? Toujours lors de cette tournée, Ursula von der Leyen a pris la parole à plusieurs reprises, dévoilant un peu de l'architecture que pourrait prendre le soutien européen sur le territoire ukrainien. Écoutez, c'était hier à la frontière polonaise. La première ligne de défense en Ukraine est une armée ukrainienne forte. Je la compare souvent à un porc épic d'acier, indigeste pour d'éventuels envahisseurs. La deuxième ligne de défense est un groupe multinational, la coalition des pays volontaires, avec le soutien des Américains. Et la troisième ligne de défense, la plus importante, est bien sûr notre propre dispositif de défense, sans oublier le travail sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Au Financial Times, Ursula von der Leyen a précisé que la Commission cherchait actuellement de nouvelles sources de financement pour fournir une aide durable à l'armée ukrainienne, aide qui pourrait être consacrée au salaire des soldats et à la fourniture de leurs équipements. Voilà pour la première ligne. Et pour la deuxième ligne, Laura, quelles troupes européennes? C'est encore et toujours la question, Marie-Aline, sur laquelle nous avons le moins d'informations. Ce que l'on sait, c'est que ces troupes seraient dirigées par la France et le Royaume-Uni, les deux pays à l'origine de cette coalition des volontaires. Côté chiffres, le Financial Times évoque des dizaines de milliers de militaires sous commandement européen. Selon Politico, les autorités envisageraient un effectif compris entre 4 000 et 60 000 soldats. Sachant que le Royaume-Uni et la France ne pourraient envoyer chacun qu'environ 5 000 hommes, les garanties de sécurité visiblement promises par les Américains convaincront-elles d'autres pays de se joindre? Il s'agit pour l'instant d'une question sans réponse. Jeudi matin vient d'être confirmée la tenue d'une réunion de la coalition des volontaires depuis Paris et le Palais de l'Élysée. Elle sera coprésidée par le président français et le Premier ministre anglais en présence de Volodymyr Zelensky. Elle se fixe pour objectif de discuter de ces garanties de sécurité pour l'Ukraine. Merci beaucoup Laura Pouget pour ces précisions et pour comprendre précisément ce qui se joue. Le colonel Pierre de Jong est de retour, on en est très heureux, consultant militaire pour LCI. Magali Barthès, bonjour, éditorialiste international pour LCI. Xavier de Giacomoni, bonjour, ravi de vous retrouver dans LCI Direct, grand reporter et également spécialiste des questions internationales. Colonel, est-ce que ce plan a du sens? 4 000 à 60 000 hommes, en sachant que pour l'instant, il n'y a que la France et le Royaume-Uni qui se sont engagés à envoyer des hommes et des femmes. Pour l'instant, on ne prend pas beaucoup de risques, hein, oui. entre 0 et l'infini. Donc on en est à peu près là. Là pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé. Ceci étant dit, ce qui est très important, c'est qu'on va vers une espèce de construction de quelque chose. Depuis quelques semaines, on sent que ça s'est construit, ça s'est durci, et on va y aller d'une façon ou d'une autre. Alors, on verra les conditions, on verra ce qui va se passer, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a même une réflexion autour du fait de mettre en place des hommes, un système militaire en Ukraine au-delà ou sans l'accord de Poutine. C'est un sacré revirement, premier point. Deuxième point, sur la capacité. Vous avez fait un modèle à 5000 hommes, ça me paraît pas beaucoup, honnêtement. 5000 hommes, c'est le modèle Barkhane, c'est le modèle, bon, c'est une brigade, pour faire court. On peut supposer que l'armée française est capable de mettre le double. C'est-à-dire 10 000 hommes. Pourquoi 10 000 hommes? Ça fait une brigade et demie, des renforcements, un commandement, il y aura des aviateurs, il y aura de la marine, il y aura, vous voyez, 10, 12, 15 000 hommes. D'autant que qui va commander ce truc-là? C'est pas l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de système de commandement. Donc en fait, c'est celui qui donne le plus de troupes qui va commander. Donc il va y avoir une espèce de
pas de compétition, en tout cas de mise à plat des effectifs qu'on va envoyer sur le terrain. Et on est en compétition directement avec les Anglais. Les Anglais ont clairement l'intention de le faire. Rappelons-nous. Un leadership franco-britannique ne serait pas possible. Oui, mais il y a toujours un chef. Il n'y a pas 50 chefs. Il y a un chef et un sous-chef. Là, il y aura un chef, on va imaginer français, et il y aura un sous-chef qui sera anglais. Bien évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un état-major interarmé, international. Mais encore une fois, le leadership du système, on ne peut pas changer de chef tous les matins. C'est pas possible. Donc une fois que le chef sera désigné, et à mon avis, c'est la France, pour des raisons liées au nucléaire, liées à sa capacité, liées à toute une série de choses, à son histoire, etc. Je pense qu'on peut le faire. Ceci étant dit, 10 000 hommes plus 10 000 Britanniques, ça fait que 20 000. Vous faites quoi avec 20 000 hommes face à une frontière qui fait 10 000 et qui fait 1000 km? Il va falloir surveiller tout ça. Mais donc, ils ne sont pas censés être vraiment près de la frontière. D'accord, mais enfin, en plus, il y aura une armée de l'air qui va gérer toute la partie contrôle du monde aérien, et puis il y aura une partie maritime, en mer Baltique et bien évidemment en mer Noire. Donc encore une fois, je ne connais pas le dispositif. Aujourd'hui, les états-majors en parlent, ils sont connectés les uns avec les autres, les 27 communiquent entre eux, il y a des réunions extrêmement précises, extrêmement lourdes sur le sujet, les ministres des armées se rencontrent régulièrement, et il y a une volonté politique. Donc on voit bien que le système s'enclenche, on verra dans les semaines qui viennent exactement quels sont les effectifs et le volume de forces qui sont disponibles, et qui seront capables d'être projetés sur le terrain. Sachant que ça se fera automatiquement avec un soutien des États-Unis. Oui. Parce que c'est la condition sine qua non. Et oui, et Trump s'y est engagé, Magali. Oui, enfin, il s'y est engagé, c'est-à-dire qu'il en parle, mais on ne sait pas toujours ce qui est très précisément apporté par les États-Unis. On comprend que c'est du renseignement, des moyens de surveillance, mais Trump reste délibérément flou. Alors au moins à Paris, on dit au moins il en parle. Ça veut dire que peut-être on a avancé sur un point. Mais tout ça reste en effet extrêmement flou. Il y a une volonté aussi d'exister politiquement pour Ursula von der Leyen. Ça ne relève pas de sa compétence, cette coalition des volontaires. La Commission européenne, elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle s'occupe du financement éventuellement de ces prêts pour booster la défense européenne, pour pour organiser en effet un système de prêts pour l'Ukraine. Mais en fait, quel est le message qu'elle fait passer dans le Financial Times? C'est oui, les États-Unis vont bien être là, parce qu'en fait, ça, c'est absolument essentiel pour les Britanniques. Les Britanniques, ils ne veulent pas y aller s'il n'y a pas de garantie de sécurité américaine très claire. Donc, elle est là pour rassurer, pour dire que tout avance et que oui, ça avance exactement selon le plan. Quel plan? On ne comprend pas manifestement très bien. Mais c'est aussi une réponse à ce qui s'est passé la semaine dernière. Quand il y a des frappes russes qui visent directement le bureau de la délégation de l'Union européenne à Kiev, ça implique aussi une réponse. Quand on apprend que l'avion d'Ursula von der Leyen a eu un petit problème avec un brouillage manifestement russe. On va y revenir. Oui. Bon, tout ça, ce sont des réponses que cherche aussi à afficher l'Union européenne en disant on existe et on est bien autour de la table. Et en effet, de toute manière, cette semaine, on espère en savoir un petit peu plus avec cette réunion qui est donc annoncée à l'Élysée, coprésidée par le président français et le Premier ministre britannique, justement pour essayer de faire le compte un peu plus précisément qui en est, qui fait quoi. Tout ça demande vraiment une organisation beaucoup plus poussée que les détails que l'on a pour l'instant. Xavier ? Oui, Ursula von der Leyen va même plus loin puisqu'elle annonce que des pays seraient prêts à rejoindre cette coalition au sol, donc en fournissant des soldats, et notamment elle parle de l'Allemagne. Or, l'Allemagne, pour le moment, n'a pas du tout pris cette décision. C'est quelque chose dont on discute, pour laquelle le chancelier Merz serait plutôt d'accord, mais ça pose d'énormes difficultés en Allemagne, au égard au passé de la Seconde Guerre mondiale, notamment de retourner en Ukraine avec des soldats au sol. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Et effectivement, ce chiffre de 4 000 à 60 000 hommes, il nous montre bien que la situation n'est pas du tout mûre. Et pour une raison assez simple, c'est que pour le moment, de toute façon, ces hommes, on ne peut pas les déployer. C'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu à minima et une espèce de feu orange, disons, de la part des Russes, ça va être extrêmement compliqué. Donc, les États d'Europe continuent à se préparer pour le jour où ça pourrait arriver, mais ce jour-là n'est pas du tout là pour le moment.
Ah, loin de là, très loin. On voit qu'on va assister à un jeu de poker menteur. Jusqu'à présent, Poutine impressionnait l'Europe et on disait mais pas possible, et on va déclencher un conflit, etc. Et en fin de compte, aujourd'hui, dans les états-majors, la question est mais est-ce que vraiment il est aussi impressionnant que ça? Parce qu'en fait, on voit bien que l'offensive russe en Ukraine, elle n'est pas très performante. Il y a d'énormes moyens, il y a beaucoup d'hommes, etc. Mais encore une fois, on voit qu'il avance petit à petit. Il n'est pas sur un modèle extrêmement offensif. Et j'imagine que dans les états-majors, il y a peut-être un coup à jouer. Alors, une fois, je dis point de suspension avec des parenthèses et avec tout ce qu'on voudra. Il y a un coup à jouer probablement et ça rentre progressivement dans l'état d'esprit des états-majors européens en disant on va arrêter de se faire blackbouler toutes les 30 secondes, de se faire humilier, etc., etc. On va faire quelque chose qui va aider effectivement l'Ukraine. Parce que c'est bien d'aider l'Ukraine à partir de la Roumanie et à partir de l'Estonie avec 2 belles missions Lynx et Aigle. Mais en soi, ça ne protège que la Roumanie et que l'Estonie. On voit qu'il faut développer quelque chose. Là, est-ce que politiquement on peut ou on ne peut pas? En France, c'est compliqué parce qu'on voit que la situation politique, vous venez de l'évoquer un instant dans le plateau précédent, c'est compliqué. La France, aujourd'hui, elle projette une image qui est pas tout à fait celle qu'on attend d'un pays qui peut rentrer dans un conflit d'une façon ou d'une autre.